Quand ma femme est morte, mon fils m'a dit, tu ne peux pas ramener maman, et l'anniversaire de ma femme n'arrive qu'une fois par an. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Le lendemain, il est venu me voir avec une demande importante, comme si de rien n'était. C'était mon occasion de lui rendre l'affront qu'il avait fait à sa mère et à moi, et je ne l'ai pas raté. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un like à la vidéo et à nous dire en commentaire d'où tu nous écoutes. Mes mains tremblaient pendant que je composais le numéro de Kai à 8h30 du matin, ajustant pour la 3e fois ma cravate noire. La tasse de café vide de Margaret était toujours sur le plan de travail, avec la trace à peine visible de son rouge à lèvres. La cuisine semblait vide sans son fredonnement du matin. 4 tonalités, puis la voix encore endormie de Kai. Oui, papa. Je redressai les épaules. Les funérailles commencent à 11h30. De la musique forte résonnait dans le combiné. Des rires en arrière-plan. La voix de Meghan criant à propos des décorations. Kai racla la gorge. Papa, je te l'ai déjà dit hier. L'anniversaire de Meghan, c'est ce soir. On le prépare depuis des mois. Ces mots m'ont glacé comme de l'eau froide. J'ai serré le téléphone plus fort. Les funérailles de ta mère, c'est aujourd'hui, Kai. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Et écoute, maman ne reviendra pas, mais l'anniversaire de ma femme, c'est qu'une fois par an. On a réservé le traiteur Catherine, le groupe monte la scène. Sa voix continua. Ta mère m'a élevé pendant 35 ans et je lui en suis reconnaissant, mais je ne peux pas laisser tomber Meghan le jour de sa fête. Tu comprends, pas vrai? La tonalité resta dans mon oreille. Je suis resté immobile exactement 3 minutes, fixant les lunettes de lecture de Margaret près du téléphone. L'horloge de la cuisine indiquait 8h47. L'alliance dans ma main brillait sous la lumière du matin qui passait par les fenêtres qu'elle avait nettoyées la semaine dernière. Sur le plan de travail, j'ai trouvé le programme des funérailles. Le nom de Kai y figurait comme porteur du cercueil. J'ai pris un stylo et j'ai barré son nom d'un trait ferme. Au cimetière, les regards me cherchaient. Où est Kyle? Demandait sans arrêt Patricia, la sœur de Margaret. J'avais déjà ma réponse préparée, engagement important. Ces mots avaient un goût amer. 23 personnes étaient venues honorer ma femme après 40 ans de vie commune. Son fils n'en faisait pas partie. Je suis resté seul à côté du cercueil, entouré des amis du club de jardinage de Margaret et d'anciens voisins. Le vide là où Kai aurait dû être était immense. Mais elle était tellement fière de ce garçon, murmura Madame Henderson. Elle parlait toujours de ses réussites. J'ai hoché la tête avec un nœud dans la gorge. Margaret avait défendu Kai jusqu'à son dernier souffle. Il est occupé avec sa nouvelle vie, disait-elle quand il manquait ses rendez-vous de chimiothérapie. Les jeunes couples ont besoin de leur espace. Le pasteur parla des liens familiaux et de l'amour éternel. Je regardais la terre tomber sur le bois poli. Chaque pelletée enterrait non seulement Margaret, mais aussi mes illusions sur notre fils. En rentrant à la maison, j'ai serré le volant jusqu'à blanchir mes jointures. Le siège passager où Margaret s'asseyait toujours était vide. Elle insistait toujours pour qu'on prenne sa petite Honda plutôt que ma camionnette. Elle disait que c'était meilleur pour l'environnement. À la radio, sa chanson préférée a commencé à passer. Je l'ai éteinte. Notre rue n'avait pas changé, pelouse négligée, boîte aux lettres fraîchement peintes, la vie que nous avions construite ensemble. J'ai garé la voiture dans l'allée et je suis resté quelques minutes à l'intérieur, cherchant la force d'affronter le vide de la maison. La clé a tourné avec son petit clic familier. J'ai accroché les clés au crochet que Margaret avait installé. Un geste banal, mais qui paraissait monumental dans le silence. Plus de fredonnement dans la cuisine. Pas le bruit de fond de la télé, seulement la maison reposant sur 40 ans de souvenirs. J'ai desserré la cravate noire et me suis laissé tomber dans mon fauteuil en cuir marron, celui que Margaret disait toujours qui n'allait pas avec ses rideaux à fleurs. Elle voulait les changer depuis des années, mais j'étais trop occupé à faire tourner l'entreprise. Maintenant, ces rideaux resteraient pour toujours. Sur la cheminée, notre photo de mariage nous souriait. Margaret, 23 ans, radieuse dans la robe de sa grand-mère. Nous nous étions mariés ici même à Davenport, en nous promettant tout ce que nous avions. J'ai tenu cette promesse, peut-être trop bien. Les souvenirs sont revenus sans prévenir. Kai faisant ses premiers pas dans ce salon, ses petites mains potelées tendues vers Margaret. Des anniversaires avec des décorations faites main,
car on ne pouvait pas se permettre de les acheter en magasin. Margaret travaillant en double service au restaurant pendant que je construisais l'entreprise de bâtiment. Elle ne s'est jamais plainte, même en travaillant 16 heures par jour, même quand on mangeait des macaronis au fromage pendant des semaines. On construit l'avenir de Kai, murmurait-elle, après qu'il se soit endormi entre nous, trop petit pour avoir sa propre chambre. Sur sa table de chevet, j'ai trouvé sa Bible avec des marque-pages aux psaumes. D'entre les pages est tombée une note écrite à la main. « Mon cher Alan, s'il te plaît, ne laisse pas Kai nous oublier. On lui a donné tout ce qu'on avait. J'espère que ça a été suffisant. Avec tout mon amour, M. » Mes mains tremblaient en lisant son écriture soignée. Dans l'armoire, j'ai découvert une boîte spéciale qu'elle avait cachée. À l'intérieur, les bulletins scolaires de Kai, de la maternelle à l'université. Chaque réussite célébrée, chaque exploit gardé précieusement. Sur chacun, elle avait écrit de petites notes, tellement fière, notre garçon brillant. Les photos de sa remise de diplôme étaient les plus douloureuses. Kai avec sa toge et son chapeau. Un diplôme payé avec les heures supplémentaires de Margaret et mes travaux le week-end. Prix total. Son sourire fier n'avait jamais reconnu le sacrifice derrière cette réussite. J'ai pris la calculatrice et commencé à additionner. Acompte pour sa maison, 350 000 $. Son mariage avec Meghan, 75 000 $. Sa première voiture, 5 000 $. Les études de deuxième cycle qu'il voulait absolument faire et n'a jamais utilisées, 8 000 $. Prêt d'urgence pour les vacances. Achat de Meghan. Entreprise ratée. La tasse de café de Margaret était toujours dans le lave-vaisselle. Son roman à moitié lui attendait des yeux qui ne liraient plus jamais. Des cartes, bon rétablissement, de nos amis couvraient le plan de travail, des gens qui s'étaient plus souciés d'elle que son propre fils. Les chiffres continuaient à grimper. Le total pour Kai sur 15 ans, 847 000 $. Presque 1 million de notre vie donnée avec amour et espoir. J'ai repensé à mon propre père, un homme dur qui ne m'avait jamais rien donné, sauf l'attente de me débrouiller seul. « Forge ton caractère », me disait-il. Peut-être qu'il avait raison. La nuit est tombée. Je n'ai pas allumé les lumières. Une voiture est entrée dans l'allée et a laissé le moteur tourner. Je ne me suis pas levé pour regarder. Si Kai voulait parler, il savait où me trouver. Le moteur a accéléré, puis il est parti. À 6 heures du matin, j'étais assis à mon bureau en acajou avec des dossiers parfaitement alignés. L'étude de Kai, maison de Kai, mariage de Kai. Mon café refroidissait pendant que j'ouvrais la calculatrice du téléphone et que je commençais le bilan que Margaret n'avait jamais eu la dureté d'imposer. Les lunettes de lecture reflétaient la lumière de l'écran pendant que j'ouvrais les relevés bancaires. 15 ans de transactions, chacune annotée, virement à Kai, prêt d'urgence pour Kai. Le papier craquait dans le silence de la maison. Le seul bruit qui accompagnait ma nouvelle réalité était le froissement des pages et le petit clic de la calculatrice. D'abord, les frais universitaires, 4 ans à 52 000 $ chacun. Je me souvenais bien avoir signé ces chèques. Margaret faisait des heures supplémentaires pour payer nos factures pendant que notre fils s'amusait à l'Iowa State. Ensuite, l'école de commerce, 48 000 $ pour un MBA qu'il n'a jamais utilisé, quittant le programme pour « se retrouver » en Europe. Ce voyage en Europe avait coûté 5 000 $. C'est juste temporaire, papa, jusqu'à ce que je m'installe, m'avait-il dit. Puis, l'achat de la maison a failli nous ruiner. Kai avait 25 ans. Il était dans notre salon avec Meghan, portant une bague au doigt. On a trouvé l'endroit parfait, mais il nous manque un peu pour la compte, 50 000 $. C'est moi qui ai confirmé l'hypothèque. J'ai couvert chaque centime du paiement initial. La famille est de la famille, m'avait-il dit en m'enlaçant. Je te rembourserai quand le business marchera. Le business. Depuis sa remise de diplôme, il travaillait pour moi, touchant un salaire qu'il n'avait pas gagné, apprenant des compétences que j'espérais qu'il apprécierait. D'un des dossiers est tombé un carnet secret de Margaret. Son écriture détaillait chaque sacrifice. Dîner d'anniversaire annulé, car Kai avait besoin de 5 000 $ pour réparer sa voiture. Report de ma visite chez le médecin. Frais de mariage de Kai plus élevés que prévu. Course en produits génériques ce mois-là. Envoi d'argent pour l'anniversaire de Meghan. Sa dernière note était la plus douloureuse. On a tout donné à Kyle. J'espère qu'il se souviendra de nous avec tendresse.
Les chiffres sur la calculatrice continuaient de monter, 847 000 $. Plus des 3/4 de million. Mon père ne m'avait donné qu'une poignée de main quand j'avais quitté la maison. J'avais tout construit seul. Kai, lui, voyait tout comme un héritage à dépenser de notre vivant. Je me suis souvenu que le Noël dernier, il avait appelé mon entreprise un business familial, comme s'il l'avait construite avec moi au lieu d'arriver directement dans un poste déjà prêt. Megan acquiesça, déjà en train de planifier comment dépenser l'argent que j'avais gagné en 40 ans de travail. Mon esprit d'entrepreneur se mit en marche. Ce n'était pas un deuil qui demandait du réconfort, c'était un problème qui nécessitait une solution. J'avais été trop émotionnel, cherchant des excuses pour justifier un comportement que Margaret m'avait déjà, en privé, mis en garde. Peut-être qu'on en fait trop pour lui, m'avait-elle murmuré après la dernière urgence de Kai. La photo de Margaret m'observait depuis le coin du bureau pendant que je refermais les dossiers. Je me levai avec une détermination nouvelle. Quelque chose de plus dur que la douleur s'installait dans ma poitrine. « Mais tu avais raison de t'inquiéter », dis-je à son portrait. Le téléphone sonna. Le nom de Kai apparut sur l'écran. Je le laissai sonner 4 fois avant de décrocher. « Salut, papa. J'espère que tu vas bien après hier. » Sa voix avait ce ton joyeux qu'il utilisait toujours quand il avait besoin de quelque chose. Pas un mot sur les funérailles, pas une question sur comment je vivais l'absence de Margaret. « Je me débrouille », répondis-je d'une voix ferme, en regardant les documents financiers éparpillés sur le bureau. « Bien, bien. Écoute, je t'appelle parce qu'on doit couvrir quelques dépenses imprévues. L'anniversaire de Megan était incroyable, mais bon, on a un peu dépassé. Tu sais comment c'est, on a 32 ans qu'une seule fois, pas vrai ? » En arrière-plan, la voix de Megan. « Et dis-lui pour le groupe. » Oui, on a engagé un groupe live spectaculaire. On a emmené tout le monde dans ce nouvel Asador du centre, et je lui ai acheté un bracelet en diamant magnifique. Elle mérite le meilleur, tu sais ? Mais maintenant, on reçoit les factures de la carte. Ça fait environ 1 000 $ à payer tout de suite. 15 000. Je calculais mentalement. Prêt numéro 15 depuis janvier 1947, et hier j'avais enterré ma femme. Aujourd'hui, mon fils voulait de l'argent pour une fête. Alors tu peux me le transférer aujourd'hui ? Megan est très stressée par les factures et tu sais comment elle devient quand elle s'inquiète. Le silence s'installa entre nous. Je regardais la photo de Margaret, puis les colonnes ordonnées qui documentaient le coût total de Kai pour notre mariage. Non, dis-je. Comment ça, non ? Il y a un problème avec la banque ? Je veux dire non, Kyle. Je ne vais pas te donner plus d'argent. Le ton joyeux disparut de sa voix. Sérieusement, tu me dis non ? Juste maintenant, après tout ce qu'on a traversé cette semaine ? Tout ce qu'on a traversé. Comme s'il avait souffert du deuil de Margaret, alors qu'il avait organisé une fête. Tu as 35 ans, Kai. Et alors ? Ça n'a rien à voir avec aider ton fils à se sortir d'un mauvais pas. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. La voix de Megan monta en arrière-plan. Dis-lui qu'on a besoin de cet argent. On l'a déjà dépensé. J'ai dit non. Ces mots me paraissaient étranges dans la bouche. C'était la première fois que je refusais quelque chose à Kai. C'est incroyable. Sa voix devint froide. Maman vient de mourir et toi, tu deviens radin avec l'argent. Elle aimerait que tu nous aides. La manipulation était si naturelle, si bien rodée. Combien de fois avait-il utilisé cet argument ? Combien de fois Margaret et moi avions cédé juste parce qu'il invoquait la loyauté familiale ? Ta mère voulait que tu sois à ses funérailles. La respiration de Kai devint plus dure. Très bien, on se débrouillera. En s'endettant plus, en empruntant aux parents de Megan, peu importe. Mais ne t'attends pas à ce qu'on vienne souvent si tu agis comme ça. La menace flotta dans l'air. Pendant 35 ans, la présence de Kai avait toujours été la récompense de mon argent, son absence, la punition quand je disais non. Je comprends, dis-je calmement. Quoi ? Je comprends. Prends soin de toi, Kyle. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. Le téléphone resta silencieux sur mon bureau. Il n'était plus un outil de manipulation. Pour la première fois depuis des décennies, je terminais une conversation avec mon fils selon mes propres termes. J'ouvris l'ordinateur portable et cherchai le dossier d'employé de Kai.
Le lendemain matin, nous aurions une autre conversation. Cette fois, à l'endroit où j'étais le patron, pas le père qui avait oublié la différence. Si Kai voulait me traiter comme un étranger, je le ferais aussi, mais de façon professionnelle. À 7h30, je traversais le hall de Foster Construction, 2 heures avant l'heure habituelle d'arrivée de Kai. Sa photo était accrochée au mur des directeurs, souriant avec assurance dans un costume que je lui avais moi-même acheté. Ce jour-là, j'étudiais cette image avec un autre regard, y voyant de l'arrogance là où autrefois je voyais de la promesse. Dans mon bureau, les dossiers du personnel de Kai étaient étalés sur le bureau comme des preuves dans un procès. 8 ans d'archives de travail racontaient la vraie histoire. Délais non respectés, plaintes d'entrepreneurs, notes de frais gonflées, projets retardés parce que Kai préférait de longs déjeuners plutôt que de superviser, relations clients abîmées par son attitude désinvolte. J'avais tout justifié par loyauté familiale, sous les paroles douces de Margaret me rappelant que Kai apprenait encore. Mais ces documents révélaient un schéma de négligence professionnelle qui aurait détruit la carrière de n'importe quel autre employé depuis longtemps. À 8h45, je fis venir dans mon bureau Sarah Mich. En tant que directrice des ressources humaines, elle devait préparer les papiers correctement. Son visage ne montra aucune surprise quand je lui expliquai ma décision. Elle documentait les infractions de Kai depuis des mois, attendant que j'agisse. Je préparerai les documents de licenciement immédiatement, dit-elle à voix basse. Escortée par la sécurité. Oui, protocole standard pour le licenciement d'un cadre. Je répétais mon discours devant le miroir du bureau, regardant mon reflet prononcer les mots avec un professionnalisme ferme, sans émotion, sans explication au-delà de ce que la loi exige. Kai entrerait dans cette salle comme mon fils employé et en sortirait comme un travailleur licencié. À 9h30, Kai arriva avec 15 minutes de retard, plaisantant avec la réceptionniste sur le fait qu'il se remettait de la fête de Meghan. Son rire résonnait dans le hall, pendant que certains collègues jetaient des regards nerveux vers ma porte fermée. Il s'arrêta à la machine à café, inconscient de la tempête qui approchait. Kai, viens dans mon bureau tout de suite. Ma voix à l'interphone avait une autorité nouvelle. Bien sûr, papa. Laisse-moi juste prendre mon café, maintenant, Kyle. Le silence qui suivit me confirma qu'il avait compris le changement de ton. Ses pas se rapprochèrent, plus lents et plus lourds que d'habitude. Quand il ouvrit la porte et vit Sarah l'attendre avec des papiers à la main, son sourire disparut. C'est quoi, tout ce formalisme? Il essaya de paraître détendu, mais l'incertitude se glissait dans sa voix. Je restai assis, les mains jointes sur le bureau. Kai, ton emploi à Foster Construction prend fin immédiatement. Son rire sonna faux. Très drôle, papa. C'est à propos de quoi, en réalité? Je fis glisser les documents de licenciement sur le bureau. Merci de lire et de signer là où c'est indiqué. Il prit le papier comme s'il le brûlait. Ses yeux parcoururent les termes juridiques et son visage pâlit. Tu ne peux pas être sérieux. C'est notre entreprise familiale. Cette décision se base sur ta performance au travail et ta conduite professionnelle. Ma voix resta calme, professionnelle. Ton poste a été supprimé dans le cadre d'une restructuration. C'est à cause de l'appel d'hier, pas vrai? Sa voix se brisa légèrement. Écoute, je suis désolé pour l'histoire de l'argent. On peut arranger ça. La sécurité t'accompagnera pour récupérer tes affaires personnelles. La stupeur laissa place au désespoir. Maman ne voudrait pas ça. Tu sais qu'elle ne le voudrait pas. Il se pencha en avant, essayant d'invoquer la culpabilité qui avait si souvent marché. J'appuyai sur le bouton de sécurité. C'est une décision professionnelle, pas personnelle. Mickey Thompson apparut à la porte, professionnel mais avec une certaine compassion dans le regard. Le visage de Kai devint rouge en réalisant que l'humiliation était réelle. Les collègues observaient dans le couloir, voyant le fils du patron escorté comme un employé problématique. Papa, s'il te plaît. Sa dernière tentative arriva alors qu'il ramassait sa tasse de café et une photo de Meghan sur son bureau. Réfléchis à ce que ça signifie. Pour la première fois de toute la rencontre, je soutins son regard. J'y ai déjà réfléchi. Par la fenêtre de mon bureau, je le vis charger sa maigre collection d'affaires dans la voiture. Ses épaules tremblaient. Je ne savais pas si c'était de la colère ou de la tristesse. Quand il regarda le bâtiment une dernière fois, je me tournai. Sarah revint avec les papiers signés. Tous les codes d'accès ont été changés. Son accès informatique est bloqué.
J'ôtai la photo de Kai du mur des directeurs et la mis face contre le fond d'un tiroir. Le vide laissé paraissait plus net. Ma secrétaire frappa doucement à la porte. « Monsieur Foster, quelqu'un veut vous voir sans rendez-vous. » Des talons de créateur claquaient avec agressivité sur le marbre du hall. Megan Foster entra sans attendre la permission, sa coiffure parfaite légèrement décoiffée par le vent. Kai la suivait, tête basse et vaincue, l'ombre de l'homme confiant qui avait franchi les portes à peine une heure plus tôt. « Comment oses-tu humilier Kai de cette façon ?» La voix de Megan emplit mon bureau tandis qu'elle me pointait du doigt d'un geste accusateur. Je restai assis, ignorant son entrée théâtrale. Kai se plaça entre elle et mon bureau, visiblement mal à l'aise. « Megan, laisse-moi gérer ça. » Elle l'ignora. « Nous avons des factures à payer, un style de vie à maintenir. Cette entreprise familiale appartient aussi à Kyle. C'est un lieu de travail privé, dis-je calmement. Vous devez partir. » Son visage s'embrasa encore plus de colère. « Nous méritons une indemnité, au moins 6 mois. Kai a travaillé ici 8 ans. Tu nous le dois. » Les faibles tentatives de médiation de Kai ne servirent à rien. « Papa, s'il te plaît, on peut parler en privé ?» « Non, » l'interrompit Megan. « Il doit l'entendre. Je connais les lois sur les licenciements abusifs. » Kai était un employé à volonté, répondis-je d'un ton égal. Par la loi et par contrat, il n'y a pas d'indemnité obligatoire. Les attaques de Megan devinrent personnelles, avec un venin calculé. Margaret aurait honte de la façon dont tu traites son fils. Tu fais une crise ou quoi? Tu n'es qu'un vieux aigri qui déverse sa douleur sur nous. Le visage de Kai pâlit. Megan, ne dis pas ça. Je serrai la mâchoire mais gardai mon calme. C'était exactement la réaction que j'attendais d'elle, de la manipulation déguisée en indignation morale. Kai tenta de reprendre le contrôle. Papa, je sais que j'ai eu tort pour les funérailles. Je suis désolé, mais détruire ma carrière ne ramènera pas maman. Pense à ce que ça signifie pour notre famille, pour tes futurs petits-enfants. Ces mots flottaient dans l'air comme la fumée d'un feu mourant. Je le regardais. Un homme qui partageait mon ADN, mais aucun de mes valeurs. Quelle famille? Les menaces financières de Megan arrivèrent vite. Eh bien, nous allons réclamer notre part de l'héritage de Margaret. Kai a droit à la moitié de tout. On sait pour l'assurance vie. Margaret m'a tout laissé, répondis-je. Cette simple vérité coupa momentanément son élan. C'est impossible. On va consulter un avocat. J'appuyai sur le bouton de sécurité quand sa voix atteignit un ton dangereux. Mickey Thompson revint avec des renforts, remplissant l'encadrement de la porte. Plusieurs employés s'étaient rassemblés dans le couloir, attirés par le vacarme. « Je ne pars pas !» cria Megan alors que la sécurité s'approchait. « C'est du vol, c'est un abus. » Sa résistance fut inutile, mais bruyante. Toute l'entreprise entendit ces menaces et accusations pendant qu'elle était escortée vers le hall. L'humiliation de Kai atteignit un nouveau sommet en voyant sa femme être sortie physiquement de son ancien lieu de travail. Quand le bruit se calma, Kai resta seul face à moi. Son dernier essai de manipulation émotionnelle arriva dans un murmure. « Je suis toute la famille qu'il te reste. » Ces mots étaient censés me briser, mais ils clarifièrent tout. Je le regardai, voyant un étranger qui portait le visage de mon fils depuis 35 ans, et je lui dis la vérité qu'il devait entendre. « Tu n'es plus seulement quelqu'un qui fut mon fils. » Le visage de Kai se brisa. Pendant un instant, je vis l'enfant qui courait vers mes bras en sortant de l'école. Puis ce moment disparut, ne laissant que l'étranger arrogant. Il partit sans rien dire de plus. Je me tournai vers mes employés, inquiet, et parlai avec calme et professionnalisme. C'est une affaire personnelle qui n'affectera pas les opérations de l'entreprise. La plupart acquiescèrent. Ils avaient vu depuis longtemps le faible rendement de Kai. Assurez-vous que Madame Foster ne remette jamais les pieds dans ce bâtiment, ordonnai-je à la sécurité. Seul dans mon bureau, je remarquai que mes mains tremblaient légèrement. Le plus difficile était passé. Je regardais la photo de Margaret sur mon bureau. J'espère que tu comprends. J'allumai mon ordinateur et cherchai des avocats spécialisés en planification successorale. Il était temps d'accélérer la prochaine étape. Je pris rendez-vous avec Robert Chen pour le même après-midi et, ce faisant, je vis que le calendrier affichait l'anniversaire de Kai le mois prochain. Je l'effaçai définitivement.
Le prestigieux cabinet Chen & Associates occupait le dernier étage de l'immeuble le plus haut de Davenport. À 14h30, j'entrai dans la réception avec ma mallette en cuir contenant le testament de Margaret, des polices d'assurance et les relevés financiers qui allaient redéfinir l'avenir de ma famille. La réceptionniste me reconnut immédiatement et me conduisit directement au bureau de Robert, un coin avec de hautes fenêtres laissant entrer la lumière de l'après-midi et offrant une vue sur le centre-ville. Les rangées de livres juridiques et de dossiers en cours créaient une atmosphère de sérieux absolu. Robert se leva de son bureau en acajou, avec une sincère inquiétude dans le regard. Nous étions amis depuis 20 ans. Il avait géré le testament de Margaret, la constitution de mon entreprise et de nombreuses affaires légales exigeant discrétion. « Comment tiens-tu, Alan » demanda-t-il avec une vraie sympathie. Je refusai son café et m'assis dans le fauteuil en cuir face à son bureau. J'ai besoin de faire quelques changements dans ma planification successorale. Son visage prit une expression professionnelle. Bien sûr, mettre à jour les bénéficiaires après le décès de Margaret est habituel. Je ne répondis pas tout de suite, ouvrant ma mallette et sortant les documents. Je vais retirer complètement Kyle. Les mots frappèrent Robert comme un coup physique. Sa posture professionnelle chancela alors qu'il mesurait la portée de ce que je venais de dire. Alan, j'ai besoin de comprendre ce qui motive cette décision. Je lui expliquai calmement l'absence de Kyle aux funérailles, citant ses mots exacts disant que l'anniversaire de Meghan était plus important. Le visage de Robert s'assombrit au fur et à mesure qu'il écoutait chaque détail. En tant qu'ami de Margaret et avocat de notre famille, il comprenait l'ampleur de cette trahison. Je veux créer un testament complètement nouveau, continuai-je. Le bénéficiaire principal sera la fondation commémorative Margaret Foster. Robert se pencha en avant, désormais concentré sur les implications légales. Alan, j'ai l'obligation de m'assurer que tu es pleinement lucide à ce sujet. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, répondis-je. Je lui décrivis ma vision. Bourse d'études pour enfants défavorisés, financement pour la recherche contre le cancer, cause que Margaret avait soutenue toute sa vie. Kyle serait explicitement exclu, ainsi que tout futur descendant. Robert commença à admirer ma détermination pendant que je détaillais la structure de la fondation. Transférer les actifs de l'entreprise dans une fiducie irrévocable protégerait tout contre d'éventuelles poursuites. Je garderais le contrôle de mon vivant, et la fondation en deviendrait propriétaire après ma mort. Et il faudra aussi changer tous les bénéficiaires des assurances, nota Robert en prenant des notes. C'est une planification extrêmement complète. Je décidai que la maison familiale serait vendue et que sa valeur serait donnée à la fondation. Les bijoux de Margaret seraient vendus aux enchères pour des œuvres caritatives. La seule exception, son alliance, qui serait enterrée avec moi. Et les affaires d'enfance de Kyle, demanda prudemment Robert. Donner. J'efface Kyle de ma vie de façon systématique. Fidèle à son devoir, Robert s'assura de ma capacité de jugement. Mes réponses rationnelles et ma planification détaillée prouvaient que j'étais parfaitement lucide. Peu à peu, il passa d'ami inquiet à professionnel admirant la fermeté de son client. La signature officielle eut lieu devant 2 témoins légaux du cabinet. Mon trait ferme contrastait avec l'ampleur de chaque décision. Robert me rappela que les documents prenaient effet immédiatement. Kyle était totalement déshérité. Je veux qu'il reçoive une notification officielle de ce changement, lui dis-je. D'autres mesures suivirent rapidement. Révocation de tous les pouvoirs notariés de Kyle, directive médicale l'excluant de toute décision de santé, testament de vie avec instructions précises sur mes soins. Robert nota soigneusement ma pleine capacité mentale. Le lendemain, je visiterai les banques pour mettre à jour toutes les comptes, supprimant Kyle comme bénéficiaire de mes fonds de retraite et portefeuille d'investissement. Robert se proposa de coordonner avec les institutions financières. La planification de la fondation m'apporta une paix inattendue. Je nommai Robert comme l'un des administrateurs. Nous discutâmes de la structure du conseil et des premiers bénéficiaires des bourses. Margaret serait fière de cette fondation, dit Robert en conclusion. Elle a toujours cru en l'éducation et en l'aide aux autres. Pour la première fois depuis des jours, je ressentis une vraie satisfaction au lieu d'une froide détermination. Robert comprit qu'il ne s'agissait pas de vengeance, mais de justice. Ma transformation de père en deuil à philanthrope avec un but était complète. Nous nous serrâmes la main en quittant le bureau. Sur mon téléphone, 3 appels manquaient de Kyle. Premier signe qu'il commençait à comprendre la gravité de sa situation. J'effaçai les messages vocaux sans les écouter et me dirigeai vers ma voiture.
La prochaine étape m'attendait. Le hall élégant du Davenport Country Club m'accueillit avec son luxe familier. Panneaux d'acajou, lustres en cristal et portraits à l'huile des membres fondateurs, un lieu empreint de traditions et de valeurs établies. En tant que trésorier des réunions mensuelles du conseil, je parcourais ces couloirs depuis 15 ans. 12 membres se réunissaient autour de la grande table de conférence, discutant de sujets habituels avant le début officiel. L'odeur du cuir et du café fraîchement préparé se mêlait aux conversations feutrées sur les derniers événements. William May, président du conseil, s'approcha avec une sincère sympathie. Alan, la cérémonie commémorative était magnifique. Margaret aurait aimé. Merci pour les fleurs. Je le remerciai avec gratitude. Patricia Morton, la sœur de Margaret et membre de longue date du club, rejoignit la conversation. J'ai cherché Kay pendant la cérémonie. Où était-il? La question que j'attendais flotta dans l'air. Je marquai une pause, puis décidai que la vérité servirait mieux la mémoire de Margaret que toute diplomatie. Kay a décidé de ne pas assister aux funérailles de sa mère. Le silence de stupeur se propagea comme des vagues sur l'eau. Le visage de Patricia pâlit. Comment ça, il a décidé de ne pas venir? Je répétai ces paroles exactes sur le fait que l'anniversaire de Meghan était plus important. Le dégoût visible sur les visages des membres du conseil me montra tout ce qu'il fallait savoir sur leurs valeurs et des valeurs que Kay avait abandonnées. La femme de William, Nancy, écoutait depuis le couloir. En quelques minutes, elle commença à passer des appels. L'histoire atteignit le club de bridge féminin en moins d'une heure et, de là, se répandit dans l'élite sociale de Davenport comme un feu de forêt. Je rentrai chez moi, ignorant encore la tempête sociale que j'avais déclenchée. Les premières conséquences tombèrent sur Meghan dès le lendemain matin. Son instructrice de yoga, dans le studio le plus chic de la ville, lui demanda de partir au milieu de la séance. Nous préférons les membres avec des valeurs familiales, expliqua-t-elle froidement. L'invitation de Kay à déjeuner au club de golf fut annulée par un appel poli mais ferme. Sa table habituelle au restaurant Romanoes devint définitivement indisponible. La confusion de Meghan se transforma en colère croissante à mesure que ces signes se répétaient. Le samedi matin, Kay vécut son humiliation la plus marquante. Ses partenaires de golf trouvèrent des excuses et partirent plus tôt. Le responsable de la boutique du club lui suggéra gentiment qu'il serait peut-être plus à l'aise ailleurs. Il marcha seul jusqu'à sa voiture, comprenant que tout le monde savait pour les funérailles. La dernière illusion de Meghan vola en éclats lors d'une visite à la boutique Burdorfes. L'accueil chaleureux d'autrefois fut remplacé par une froideur distante. Sa demande de crédit rencontra d'étranges retards. Le gérant lui suggéra qu'elle préférerait peut-être acheter ailleurs. L'isolement professionnel de Kay fut tout aussi brutal. Des entretiens annulés sans explication. Des contacts qui autrefois répondaient instantanément cessèrent de rappeler. Même un déjeuner de réseautage à la chambre de commerce fut écourté et mal à l'aise. Les employeurs potentiels connaissaient l'histoire avant même qu'il arrive. La goutte d'eau fut au salon Elite, lorsque le rendez-vous habituel de Meghan fut annulé sans préavis. En entendant d'autres clientes parler de son « mari sans cœur », elle quitta les lieux en larmes. La chronique mondaine du journal local mentionna « la regrettable absence » au service commémoratif de Margaret. À l'église, les membres de la congrégation montraient ouvertement leur désapprobation. D'anciens amis évitaient de croiser Kay et Meghan en public. Les tentatives désespérées de Kay pour expliquer la situation tombaient dans l'oreille d'un sourd. Ces affirmations selon lesquelles j'exagérais suscitaient une totale incrédulité. La communauté fermée de Davenport avait déjà rendu son verdict. La crise émotionnelle de Meghan était inévitable. Elle affronta Kay à propos de la ruine de leur réputation, exigeant qu'il règle la situation immédiatement. Quand Kay admit qu'il ne savait pas comment faire, elle le menaça de le quitter. J'appris ces conséquences sociales par diverses sources, ressentant la satisfaction de voir la justice s'imposer naturellement. Les valeurs de Davenport étaient les miennes, loyauté familiale, respect des morts, décence humaine de base. Kay les avait toutes trahies. La communauté honorait la mémoire de Margaret en rejetant ceux qui l'avaient déshonorée. Le téléphone sonna pendant le petit déjeuner. Monsieur Foster, dit la voix professionnelle du directeur de la banque, le paiement hypothécaire de Kay et Meghan a 30 jours de retard. Vous êtes toujours garant, n'est-ce pas? Je restai silencieux quelques secondes, pesant les implications. Je veux fixer une réunion demain matin pour parler de modification de mes garanties. La pression financière compléterait ce que l'exil social avait commencé. À 9 heures,
je franchis le hall en marbre du First National Bank, passant devant les portraits des fondateurs qui avaient bâti leur fortune sur le travail et les valeurs familiales. Le bureau de David Harrison, directeur de la banque, donnait sur le Mississippi, où passaient les barges qui avaient soutenu la prospérité de Davenport pendant des générations. David était visiblement nerveux en consultant les dossiers de Kay et Meghan étalés sur son bureau, hypothèques, contrats de prêt, documents de garantie retraçant une dépendance financière sur le point de prendre fin. Alan, merci d'être venu si rapidement, dit-il, d'un ton à la fois gêné et formel. L'hypothèque de Kay a maintenant 60 jours de retard. Le montant dû est de 18 400 $. Je m'assis droit, les mains jointes. Je comprends que vous avez besoin que je couvre le paiement garanti. Eh bien, oui, comme vous l'avez fait ces 3 derniers mois. Je retire ma garantie avec effet immédiat. Le visage du banquier pâlit. Non, je ne comprends pas. Vous garantissez ce prêt depuis 8 ans. Je sortis les documents légaux préparés par le cabinet de Robert Shen. Tout est en ordre. Préavis de 30 jours, comme l'exige la loi. David appela précipitamment le service juridique de la banque. La voix de l'avocat, sur haut-parleur, confirma ce qu'il redoutait, mon retrait était parfaitement légal. Cela signifie que nous devrons lancer une procédure de saisie, dit-il faiblement. Je comprends. Veuillez accélérer le processus. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Kay passait son 10e entretien en 2 semaines. L'accueil froid de l'intervieweur suivait un schéma qu'il connaissait déjà. Ses explications sur « la recherche de nouveaux défis » ne convainquaient personne. Merci pour votre temps, Monsieur Foster. Nous vous recontacterons. La politesse cachait un refus certain. Les épaules voûtées de Kay parlaient d'elles-mêmes alors qu'il rejoignait sa vieille Toyota, le BMW ayant été saisi le mois précédent. Cet après-midi-là, Meghan découvrit la crise de ses cartes de crédit chez Nordstam. Sa carte platine fut refusée pour un simple achat, un mascara pour remplacer celui ruiné par ses pleurs. Il doit y avoir une erreur, dit-elle à la vendeuse embarrassée. Son appel furieux à la compagnie de cartes révéla la vérité. Votre co-signataire a retiré sa garantie. Le compte est suspendu jusqu'au paiement intégral. La humiliation publique de Meghan s'amplifia tandis que les clients observaient sa dispute avec le service client. La réalité devint limpide, j'avais éliminé, un par un, tous les filets financiers qu'ils prenaient pour acquis. En rentrant chez eux, ils trouvèrent l'électricité coupée. L'avis indiquait des factures impayées dépassant 1200 $. Les tentatives de Kay pour négocier échouèrent lorsqu'ils découvrirent son licenciement. Leur première nuit à la lumière des bougies devint une leçon forcée de réalité. Meghan arpentait le salon sombre, ses talons claquant sur le parquet, accusant Kay d'avoir détruit leur vie. Ses faibles tentatives de me blâmer pour « vengeance » ne faisaient qu'alimenter son hystérie. « Règle ça ou je pars », cracha-t-elle avec venin. Les demandes désespérées de crédit de Kay furent immédiatement rejetées. Leur ratio dette-revenu était intenable sans emploi stable. Les cartes de Meghan, déjà au maximum, n'offraient aucun répit. Pour la première fois, ils parlèrent de faillite avec une vraie peur. La vente de garage de leurs objets de luxe fut pitoyable. Des cadeaux de mariage valant des centaines de dollars vendus pour 20. D'anciens amis passaient en voiture sans s'arrêter. Meghan vit sa collection de bijoux disparaître entre les mains d'inconnus, tandis que Kay vendait ses clubs de golf à un adolescent. La saisie du BMW, en plein jour, devint un spectacle pour le voisinage. Humilié, Kay sortait ses affaires sous le regard impatient des agents de saisie. Meghan criait sur le conducteur pendant que les voisins observaient depuis leurs fenêtres. Cet après-midi-là, je passais devant leur maison et contemplais ce chaos visible avec une satisfaction silencieuse. Ce n'était pas de la cruauté, c'était une conséquence. Margaret m'avait toujours appris que les actes ont des résultats. Kay apprenait enfin cette leçon. Quand il m'appela pour supplier une rencontre en face à face, affirmant avoir quelque chose d'important à me dire, j'acceptai de le voir au Morrison Park le lendemain, le même parc où je lui avais appris à faire du vélo il y a 30 ans, à l'époque où il me regardait avec amour et non avec calcul. Je raccrochai et regardai une photo encadrée du petit Kay sur son vélo, me souvenant de temps plus simples. Puis je posai la photo face contre mon bureau. 6 mois après ma réunion à la banque, eut lieu la vente aux enchères de saisie sur les marches du tribunal du comté. J'observais depuis ma berline noire garée de l'autre côté de la rue, pendant que l'ancienne maison de rêve de Kay et Meghan, au 1247 Maple Avenue, passait en vente publique.
Le commissaire-priseur lisait la description légale avec la précision bureaucratique habituelle, tandis qu'un petit groupe d'investisseurs immobiliers et de curieux s'était rassemblé pour assister à la scène. Kay et Meghan se tenaient à l'écart de la foule. Les larmes de Meghan brillaient sous le soleil du matin. À travers mes jumelles, j'assistais au déroulement de leur dernière humiliation. Une mise à prix à 280 000 pour cette maison coloniale de 4 chambres, annonça le commissaire-priseur. Une femme en tailleur bleu marine leva la main avec assurance. Kay essaya désespérément de l'identifier tout en chuchotant à Meghan. Les enchères atteignirent 315 000 avec seulement 2 acheteurs encore en lice, la femme mystérieuse et un entrepreneur local. Quand mon avocat Robert Chen arriva et fit un signe à la femme, la suspicion de Kay se transforma en certitude terrifiée. « C'est l'avocat de papa », murmura-t-il à Meghan assez fort pour que tout le monde entende. L'incrédulité de Meghan s'entendit clairement. Il ne ferait pas ça, il ne pourrait pas. La tentative désespérée de Kay pour approcher la mystérieuse enchérisseuse fut stoppée par la sécurité du tribunal. La vente continua avec une efficacité mécanique, pendant que le monde de Kay s'effondrait en direct. 317 000, annonça la femme en tailleur bleu. Une fois, 2 fois, vendu. Les jambes de Kay fléchirent. Le cri de Meghan, c'est notre maison, résonna contre les murs du tribunal, juste avant le coup de marteau final. Je sortis de ma voiture et montai les marches du tribunal. Ma seule présence suffit pour que Kay comprenne toute la portée de ma stratégie sur 6 mois, retrait de la garantie, timing parfait, offre calculée pour correspondre exactement au solde de l'hypothèque, tout orchestré avec précision. La mystérieuse enchérisseuse se révéla, Sarah Mich, ma fidèle secrétaire, agissant pour la toute nouvelle Mich Holdings LLC. Kay chancela vers moi, les jambes tremblantes, la voix brisée. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» « Je n'ai rien fait, répondis-je calmement. C'est la banque. » Ses supplications sur le jardin préféré de Margaret et combien elle aimait cette maison se heurtèrent à ma réponse froide. « Margaret n'est pas là pour voir en quoi tu es devenu. » Le dernier assaut de Meghan fut une explosion incontrôlée, m'accusant d'abus envers une personne âgée et d'incapacité mentale. Robert Chen documenta son hystérie pendant que la sécurité l'éloignait. Toute la scène était la preuve parfaite de son vrai caractère. 2 semaines plus tard, le camion de déménagement paraissait pathétiquement petit pour ce qui avait été leur vie. Meghan jetait ses vêtements dans les valises avec fureur, tandis que Kay emballait avec soin le vase en cristal de Margaret, le dernier cadeau qui le liait à sa mère. Les anciens voisins regardaient, mais personne n'offrit son aide. L'exil social était complet. Le soir même, l'ultimatum de Meghan tomba. « Je ne peux pas vivre comme ça. » Sa confession qu'elle avait revu son ex-petite amie marqua la fin de leur mariage. « Je me suis marié avec une famille riche, pas avec ça. » Ces dernières paroles furent les plus cruelles. « Ton père avait raison à notre sujet. » Kay passa sa dernière nuit seule dans la maison vide, parcourant des pièces pleines de souvenirs d'un temps meilleur. Dans un tiroir de la cuisine, il trouva une note cachée de Margaret. « Kay, souviens-toi que nous t'aimons. » Pour la première fois, de vraies larmes de regret tombèrent en comprenant ce qu'il avait vraiment perdu. Je reçus les clés de Sarah Mich avec une satisfaction silencieuse. Ma décision de rénover la maison et de la donner à une famille dans le besoin bouclait la boucle. Margaret aurait approuvé cette justice. Ce soir-là, Kay appela depuis une cabine téléphonique devant un motel bon marché. Son portable avait été coupé. En voyant son nom sur l'afficheur, je laissai l'appel aller sur la messagerie vocale. La confrontation finale pouvait attendre. Il se présenta à ma porte à 19h30, une froide nuit de novembre, 3 mois après avoir perdu la maison. Son doigt resta sur la sonnette pendant 1 minute entière pendant que je l'observais depuis la fenêtre du salon, me demandant si j'allais ouvrir. Quand j'ouvris enfin, je ne l'invitai pas à entrer. Son apparence me frappa, non rasé, chemise froissée, jeans usés. Il semblait avoir vieilli de 5 ans en 6 mois. Il avait maigri et sa posture vaincue contrastait avec son arrogance d'avant. « Papa, je sais que j'ai vraiment tout gâché. » Sa voix tremblait tandis qu'il lançait un discours préparé sur le fait qu'il comprenait maintenant ses erreurs. Je l'écoutais en silence sur le pas de la porte pendant qu'il décrivait sa vie actuelle. Un studio au-dessus d'une laverie, un emploi dans une station-service au salaire minimum, et Meghan partie pour son ex, propriétaire d'une chaîne de restaurants. « J'ai appris ce qui compte vraiment, » assura-t-il, avant de changer de tactique, « tu es seul dans cette grande maison, je pourrais être le fils que maman voulait que je sois. » Je reconnus chaque technique de manipulation.
C'est quand, l'anniversaire de ta mère? Demandai-je soudain. Kai hésita puis se trompa. Le 15 juin. Quelle était sa fleur préférée? Les roses. Faux encore. Margaret adorait les marguerites. Ma certitude était complète, Kai n'avait jamais vraiment connu Margaret. Sa frustration face à mes questions révéla sa vraie nature. Le ton arrogant refit surface. C'est ridicule. Dis-moi juste ce que tu veux que je dise. Enfin, son véritable objectif apparut. Bon, oui, j'ai besoin d'aide. Des avis d'expulsion. Des promesses désespérées de me rembourser plus tard, et l'insinuation que j'étais assez riche pour aider la famille. Kai continuait de me voir comme un distributeur automatique. Son dernier coup de manipulation inclut Margaret. Maman serait dévastée de nous voir comme ça. Elle a toujours cru aux secondes chances. Moi aussi, elle me manque, papa. On l'aimait tous les deux. Pendant un instant, j'hésitais, repensant au grand cœur de Margaret. Puis je compris que c'était exactement ce qu'elle avait craint. Tu veux savoir ce que ta mère pensait vraiment? Je partis dans la chambre et pris le journal caché de Margaret. Je lus à voix haute. Je crains que Kai n'aime que notre argent. Et si nous avions élevé un fils incapable d'aimer? Le silence choqué de Kai me dit tout. Margaret est morte en sachant qui tu étais vraiment, dis-je calmement. Elle a changé son testament avant de mourir. Elle ne t'a rien laissé, parce qu'elle savait que tu le gâcherais. Le masque de Kai tomba complètement. Ses menaces furieuses de contester le testament et de m'appeler sénile révélèrent sa véritable nature vindicative. Ses dernières paroles, pleines de venin. J'espère que tu mourras seul dans cette maison. Loin de me blesser, elles me confirmèrent son vrai caractère. Je reculai et refermai doucement la porte. Kai frappa encore pendant que je marchais vers la cuisine pour me préparer un thé comme si de rien n'était. Quand il partit enfin, je m'assis dans le fauteuil préféré de Margaret avec son journal dans les mains, ressentant pour la première fois depuis sa mort une paix absolue. Regardant notre photo de mariage, je murmurai. C'est fait, mon amour. Un an plus tard, je marchais dans le cimetière Riverside par une matinée ensoleillée de mai, portant des marguerites fraîches pour la tombe de Margaret. Les oiseaux chantaient dans les chênes et les fleurs de printemps parsemaient les allées. Je me sentais plus en paix et en meilleure santé que depuis des années. M'agenouillant devant la pierre polie, je déposai les marguerites et parlais doucement du succès de la première année de la Fondation Mémorial Margaret Foster. 20 bourses accordées à des étudiants méritants, 50 000 $ donnés à la recherche contre le cancer en son nom, et l'inauguration du centre communautaire prévu pour son anniversaire. Kai travaille à la station-service Sames sur la route 6, dis-je d'un ton neutre. Son divorce est finalisé. Megan s'est remariée avec le propriétaire d'un restaurant. Kai vit dans un isolement social complet et avec des problèmes financiers. Je ne ressentis aucune satisfaction pour sa souffrance. Seulement de la justice. En sortant du cimetière, je m'arrêtai au Morning Glory dîner. Kai travaillait derrière le comptoir, vêtu d'un uniforme taché. Nos regards se croisèrent. La surprise et la honte dans ses yeux étaient palpables tandis que je commandais un café avec un calme total, le traitant comme n'importe quel employé. « Comment vas-tu, papa » demanda Kai, hésitant pour la première fois. « Je vais bien, merci. »« Je sais que demander pardon ne suffit pas, » dit-il à voix basse. « Non, ça ne suffit pas, » répondis-je. Son aveu me surprit. « Maintenant, je comprends ce que j'ai perdu. Ce n'a jamais été pour l'argent, pas vrai? Tu voulais que je t'aime, pas que j'aime ton portefeuille. » Maman l'avait compris aussi. Pour la première fois, les larmes de Kai semblaient sincères. « J'ai fait ce que je devais faire, » lui expliquai-je. Margaret l'aurait approuvé. Je ne regrette rien. Je le sais, admit Kai. Je méritais tout ça. Oui, c'est vrai. Quand il me demanda s'il y avait un moyen de retrouver ce que nous avions perdu, je répondis honnêtement. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être que tu montres que tu as vraiment changé. Pas avec des mots, mais avec des actes. Je lui parlais de ma nouvelle vie. Du bénévolat au centre communautaire, des nouvelles amitiés avec les autres bénévoles, des dîners du dimanche avec la famille Johnson, dont la fille avait reçu une bourse. Je lui parlais aussi de Grace, une aimable veuve de l'église avec qui je sortais. Ma vie était désormais remplie de sens et de relations authentiques.
Je lui racontai ma visite à Sarah Patterson, notre première boursière. Sa gratitude pour l'opportunité d'étudier les soins infirmiers, sa lettre à la mémoire de Margaret publiée sur le site de la Fondation. Margaret vivait à travers l'éducation que d'autres pouvaient maintenant recevoir. Sur le chemin du retour, je passai devant l'ancienne maison de Kai. Je vis que la famille Ramirez l'avait transformée en un foyer plein d'amour et de reconnaissance. Monsieur Ramirez me salua depuis le jardin que Margaret avait entretenu avec tant de soin. Des enfants jouaient là où Kai avait joué enfant. La maison reflétait tout ce que Margaret avait toujours valorisé dans la vie. Ce soir-là, je préparai le dîner dans la cuisine que j'avais autrefois partagée avec Margaret, ne mettant qu'une seule assiette, mais cette fois sans tristesse. Mon téléphone sonna, c'était Grace, appelant pour parler de nos projets du week-end. Je souris. C'était le premier vrai bonheur que je ressentais depuis la mort de Margaret. Debout dans le jardin au crépuscule, taillant les rosiers de Margaret, je ressentis la paix d'un homme qui avait lutté pour la justice et avait gagné. La certitude d'avoir honoré la mémoire de ma femme me donna une satisfaction totale. Je me couchai et dormis profondément pour la première fois depuis 2 ans, rêvant de Margaret souriante, me disant « Tu as fait ce qu'il fallait, Alan. Je suis fier de toi. » La justice avait été rendue. L'amour avait exigé des décisions dures, mais justes. Repose en paix, mon amour.